Bonjour, nous sommes le jeudi 7 décembre 2021 et hier, M. Trump a tenté son coup d'État, avec, on a vu avec les troupes, il y a des gens qui ont parlé tout de suite de gilets jaunes en France. Il y a un côté... moi j'ai pensé à la croisade des pastoraux. J'ai cherché des images, mais évidemment, on n'a pas de véritable image d'époque. On a des reconstructions par la suite. Les pastoraux, voilà, on pourrait appeler ça une jacquerie. Ça a mobilisé beaucoup de monde. Ce sont donc des gens qui se sont mis à deux époques, au XIIIe siècle et au XIVe siècle, qui se sont mis en branle, qui ont commis des exactions diverses, en particulier des pogroms, et finalement, l'aristocratie, dans les deux cas, a fini par en avoir marre et les a fait détruire, voilà, détruire, éliminer. Et donc mais qui c'était des gens? C'était des gens qui avaient, voilà, qui avaient le loisir, parce qu'ils n'avaient pas de boulot, parce que c'était des va-nu-pieds, parce que c'était le lumpenprolétariat, c'était des laissés pour compte, et ils s'étaient mis en marche. Et c'est ce qu'on a vu hier. On a vu des gens déguisés en Davy Crockett avec le visage peint comme pour aller à un match de football. Euh, la personne qui est morte, qu'on a vu passer sur un brancard, était habillée aussi, elle aussi, cette femme, j'ignore qui elle est, c'est triste qu'elle soit morte. Euh, Elle était habillée dans des vêtements extrêmement, extrêmement colorés. C'était cette foule bigarrée que les troupes, les troupes de laissés pour compte que Trump avait pu réunir. Alors ils n'étaient pas très armés finalement, parce qu'on les avait fort désarmés avant qu'ils arrivent jusque-là. Ils ont cassé pas mal de choses et finalement ils n'ont pas fait grands dégâts. C'était une chose qui frappait, effectivement, ils ont mis le feu à rien du tout. Ils voulaient sans doute mettre le feu, bien sûr, au bulletin de vote des grands électeurs. Mais ça, on l'a vu. Je me demandais ce que c'était, parce que c'était bizarre, parce qu'on voyait, voilà, ces gens qui entraient qui entraient dans cet amphithéâtre et au Capitole, à l'Assemblée nationale, je traduis en français, et il y avait des gens qui étaient là sous les bancs et qui poussaient des trucs. Je me demandais ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils cachaient les caisses. C'est pas vraiment des urnes puisque voilà, c'est par délégation. Il n'y a que 306 plus 232, 538 grands délégués. Et donc ils sauvaient ces bulletins. Alors, où est-ce qu'on en est ce matin? Voilà, on a voté. Monsieur Vice-président, euh, Monsieur Biden est président. Madame Kamala Harris, je suis arrivé au bon mot, est vice-présidente. Ils ont dépassé les 270 voix qu'il fallait pour être déclarés, malgré l'obstruction faite par ces parlementaires républicains qui avaient dit qu'ils feraient de l'obstruction. Il y en a eu moins qui ont fait de l'obstruction finalement. Il y en a quand même qui ont été découragés par l'émeute d'hier pour se joindre au rang des derniers Trumpistes. Et donc, la cérémonie a pu finalement être moins perturbée que ce qu'on avait pu imaginer. Mais bon, il y a eu l'émeute. Il y a eu l'émeute. Euh, Moi, j'en parle depuis des années. Euh, j'ai appelé ce monsieur séditieux il y a 3 ans, 4 ans, euh, sans doute la première fois. Je l'appelais proto-fasciste avant son élection. Je l'appelais séditieux sans doute à la suite des émeutes de Charlottesville où il a soutenu les suprémacistes blancs qui avaient commis, voilà, qui avaient tué quelqu'un, Heather Heyer. Il y avait une très belle déclaration d'ailleurs hier de la mère de cette contre-manifestante tuée en 2016, Heather Heyer. Alors qu'est-ce que je vais vous lire? Je vais vous lire quelque chose qui est écrit dans le New York Times.
those who warned of worst-case scenarios under President Trump, ceux qui ont parlé de scénarios du pire sous la présidence du président Trump ont été attendez, il faut que je retrouve. Only to be dismissed as alarmists, pour être seulement disqualifiés comme des alarmistes, ont trouvé en vue hier leurs craintes les plus noires se réaliser dans la prise d'assaut du Capitole mercredi. Voilà. Alors, j'ai envie d'appeler ma petite vidéo à quoi ça sert d'avoir raison, parce que oui, ça permet de dire voilà, comme ça, le lendemain matin. Oui, il y avait les alarmistes qu'on a disqualifiés et ben, malheureusement, bon, leurs prévisions les plus noires ont été vérifiées. Bien. Alors, c'est comme ça de nos jours. C'est comme ça de nos jours. Je suis en train d'utiliser ce livre parce qu'on a eu l'amabilité de me demander de participer à un petit débat sur une conjecture mathématique, et du coup je suis allé reprendre cet ouvrage voilà, que j'ai écrit entre 1985 et 2007, qui est apparu en 2009. Voilà, comment la vérité et la réalité furent inventées chez Gallimard. Alors, c'est un sujet important quand même. C'est quand même important de savoir comment la vérité et la réalité ont été inventées. Voilà. Et donc ça paraît en allemand ces jours-ci. Vous vous dites, bon, on pourrait dire, c'est quand même un sujet fondamental dans notre culture, en tout cas, de comprendre comment ces notions sont apparues et voilà, quelle est leur histoire mutuelle, etc. Et au moment où ça paraît, on dit anthropologue et économiste Paul Jorion a atteint la notoriété ces dernières années pour ses commentaires sur la crise financière. Bon, j'avais fait aussi un livre, bon, moi j'avais mon livre sur les pêcheurs de Watt, il y avait le livre sur la transmission des savoirs avec Geneviève Delbos, j'avais un livre Principe des systèmes intelligents bon, dont on a la même habilité de dire maintenant que c'est vraiment un livre pionnier non seulement dire que c'est un livre pionnier en intelligence artificielle, mais aussi qu'il y a des idées importantes qu'on n'a jamais vraiment utilisées, qu'on peut ressusciter maintenant. Mais quand même, quand vous publiez un livre voilà, qui vous a pris 20 ans à écrire sur une question fondamentale dans notre culture, on en parle tous les jours. Est-ce qu'il y a maintenant de la post-vérité? Est-ce qu'il y a plusieurs vérités? D'où vient cette notion de réalité, de réel, etc. Voilà, bon, ben, tout ça est expliqué là-dedans. Bon, j'ai fait du travail sérieux, j'ai lu des centaines de bouquins pour y arriver. Et on vous dit, ce monsieur, il n'a pas la notoriété pour avoir parlé de ces choses-là. Il a sa notoriété pour avoir, c'était quoi pour ses commentaires sur la crise financière. Il n'y a plus que le sensationnalisme qui marche, mais heureusement, évidemment, quand vous annoncez une émeute, voilà, les gens, ils font pas attention avant, mais ils font attention le jour même. Ah oui, il y avait un gars qui avait prédit ça depuis des années. Il avait dit séditieux, il avait dit que ce type ferait ça aujourd'hui, enfin hier. Et ça fait aucune différence, ça fait vraiment aucune différence. Ça n'a pas... il n'y a pas un seul moment quelqu'un qui veut m'interviewer en me disant pourquoi est-ce que vous dites ça. Ça paraît même pas assez intéressant, même pour que quelqu'un, je dirais même dans une petite télé d'université ou voilà, d'un petit groupe ici, même pas. Voilà. Alors, ça ne me rend pas triste, ça ne me déprime pas, je vais continuer à le faire, mais c'est quand même dommage parce que c'est quand même se priver délibérément d'une capacité à agir sur l'avenir et à empêcher un certain nombre de choses.
si on avait fait un tout petit peu attention à ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aussi qu'il pourrait basculer dans la folie carrément, qu'il peut lancer une guerre thermonucléaire, que c'est le type de personnalité qui, quand le monde commence à se dérober entièrement, envisage le suicide. Et là non plus, il n'y a personne en ce moment. Moi je le dis là, voilà, alors comme ça vous pouvez le savoir, mais il n'y a personne d'autre non plus qui vient me poser la moindre question là-dessus. On s'intéresse à l'histoire qu'une fois la catastrophe réalisée, avant, on est dans les positions de M. Chamberlain. Oh non, voilà, on a une excellente conversation avec M. Hitler. Nous voilà rassurés. Bon, il y a sûrement quelqu'un qui va me dire, vous lancez des fleurs. Oui, mais c'est plutôt des chrysanthèmes, hein, monsieur. Si vous pensez à ça, c'est des chrysanthèmes que je viens mettre sur les prévisions que je fais pour le peu d'impact que ça a. Alors, ça ne m'empêche pas de... Quand les gens me disent il faut absolument que vous écriviez votre histoire personnelle parce qu'il faut que ce soit là. Là, la personne ne me dit pas, elle me dit pas parce que ça va permettre ceci ou cela, mais elle dit il faut que ce soit là pour une raison imprécise. Voilà, je vais cesser de penser tout. On va encore avoir des surprises, hein. C'est quoi? On est le 7. C'est le 20 qui a la passation des pouvoirs proprement parlé. Il y a des choses importantes quand même. Bon, allez, je termine là-dessus. Monsieur Mike Pence, le vice-président, ne s'est pas mis du côté des séditieux, au contraire. Et au contraire, il a pris le pouvoir de fait. Il a pris un certain nombre de décisions hier qui seraient normalement celles du président des États-Unis. Il a fait un amendement 25 de fait. En prenant les décisions, en appelant Madame Pelosi, comment on dit, going across the alley, comme on dit là-bas, c'est-à-dire s'adresser au camp d'en face, voilà, négocier, parler au camp d'en face. Monsieur Mitch McConnell, à la tête de la délégation républicaine au Sénat, a lui aussi fait la preuve dans un discours. Il a continué à dire qu'il y avait peut-être quand même encore des malversations du côté des votes qui ont été émis, mais en tout cas, il a dit qu'il se mettait du côté des institutions républicaines. Donc Pence et Mitch McConnell, c'est dans la demi-heure qui a précédé l'émeute qu'ils ont fait ça, mais bon, ça les a placés quand même, je dirais, du côté des institutions démocratiques, de l'état de droit, juste à temps. Je ne sais pas ce qu'on va dire sur Trump aujourd'hui. Twitter a décidé de le priver de Twitter pendant 12 jours, donc on va quand même avoir un petit répit de ce côté-là. C'est curieux, hein, voilà. Bon, donc c'est-à-dire Twitter intervient en tant que contre-pouvoir, en le faisant taire, en lui coupant son moyen de communication principal jusque-là. Ce sont des initiatives privées. Twitter prend une initiative privée, Pence prend une initiative privée. Ça veut dire quand même que les institutions, les rambardes institutionnels, les contre-pouvoirs en place sont quand même mis entre parenthèses pour le moment. Voilà. C'est pas terminé, hein. Pas terminé. Il reste 13 jours avant la passation des pouvoirs. Trump a la possibilité de lancer une guerre thermonucléaire toutes les minutes d'ici là. Donc, bon, il y a de moins en moins de gens dans son dernier carré, mais ceux qui restent, ce sont les plus cinglés. Donc, voilà, il y a un équilibre. Voilà. Bon, j'arrête essentiellement parce qu'il y aura encore des tas de choses à dire dans pas trop longtemps. Voilà, allez, à bientôt.